Blueprint 7, l'esprit du coach d'élite. Chapitre 1, je suis le catalyseur de la transformation potentielle. Je suis ici, dans le silence d'une pièce, face à une autre présence. Je sens le poids de mon corps sur le siège, la texture du tissu sous mes mains, le rythme lent et profond de ma propre respiration. Je ne suis pas ici pour parler, pour conseiller, pour réparer. Je suis ici pour être témoin. Et dans ce témoignage, pour accomplir une fonction bien plus profonde, je dépose le masque de l'expert, le fardeau du sauveur, l'urgence de celui qui doit apporter des solutions. Je me connecte à une identité plus vraie, plus puissante. Je suis dans mon laboratoire. L'air est frais, dense de potentiel. Devant moi se trouve le contenant alchimique et à l'intérieur, la matière première. Le plomb, la substance de l'expérience humaine, lourde de doutes, de peurs, d'histoires. Je peux sentir sa densité, son poids. Autrefois, j'aurais pu croire que mon travail était de le transformer en or par ma propre force, par la magie de mes mots. Je sais maintenant que c'est une illusion. L'or est déjà là, prisonnier de la structure du plomb. Mon rôle n'est pas de le créer, c'est de créer les conditions de sa révélation. Je suis le catalyseur, je ne suis pas un ingrédient de la réaction. Je suis l'agent qui, par sa simple présence, par sa nature même, permet à la transformation de se produire, de s'accélérer de manière exponentielle. Ma présence est la flamme sous le contenant, une flamme constante, pure, qui n'est ni trop chaude, ni trop froide. Je n'ai pas à forcer la matière. J'ai seulement à maintenir la chaleur précise et constante de mon attention, de ma confiance absolue dans le processus. Même si par le passé j'ai pu me sentir responsable du résultat, je m'abandonne maintenant à la sagesse de l'alchimie. Le plomb connaît son propre chemin vers l'or. Cette identité est ma seule encre. Je suis la constance dans le changement, le silence au cœur du bruit, la confiance inébranlable face au doute. Ma puissance ne réside pas dans ce que je fais, mais dans ce que je suis. Un agent de transformation, un catalyseur. Et je sais, avec une certitude qui n'a pas besoin de preuves, que lorsque les bonnes conditions sont réunies, la transformation n'est pas seulement possible, elle est inévitable. Chapitre 2, ma présence est un espace de possibilités pures et silencieuses. Je suis le catalyseur, et mon outil principal, mon unique agent actif, est ma présence. Je la déploie maintenant, consciemment, dans l'espace qui m'entoure. Ce n'est pas une action, c'est une émanation. Je ressens l'air entre moi et l'autre. Il n'est pas vide. Il devient une substance, un champ de force silencieux et bienveillant. Ma présence est un vide fertile, un silence qui n'est pas une absence de son, mais une plénitude d'écoute. C'est un velours sombre qui absorbe la peur, qui dissout l'agitation. Dans cet espace que je tiens, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il n'y a que la possibilité pure. Comme une feuille parfaitement blanche, mon silence invite l'autre à y dessiner sa propre vérité. Je suis le contenant. Ma présence est le verre épais et transparent du récipient alchimique, assez solide pour contenir les réactions les plus intenses, la chaleur de la colère, la pression de la tristesse, sans jamais se fissurer. Assez transparent pour que l'autre puisse voir son propre processus se refléter sans distorsion. Je suis un espace sûr. Cette sécurité n'est pas une promesse verbale, c'est une qualité physique, une vibration que j'émets depuis le calme absolu de mon propre système nerveux. Même si l'impulsion de remplir le silence a pu être forte, je choisis maintenant de m'ancrer dans sa puissance. Chaque seconde de silence que je maintiens est une déclaration de confiance, une affirmation que je n'ai pas besoin de diriger, de contrôler, de pousser. Je fais confiance au processus, je fais confiance au potentiel de la matière première. Mon silence est la plus grande permission que je puisse offrir, la permission d'être, la permission de se transformer. Chapitre 3, j'adopte une neutralité bienveillante et une intention inébranlable. Ma présence est l'espace, et dans cet espace, je calibre mon état intérieur avec la précision d'un maître artisan. J'active deux forces apparemment contradictoires et je les tiens en parfait équilibre. La première est la neutralité bienveillante. Je la ressens comme un lac de montagne par un jour sans vent. Sa surface est un miroir parfait. Elle reflète le ciel, les nuages, les arbres, sans rien y ajouter, sans rien déformer. Je ne suis pas attaché à l'histoire de l'autre. Je ne suis pas investi dans son drame. Je ne prends pas parti. Ce détachement n'est pas froid. Il est infusé d'une chaleur douce, d'une bienveillance inconditionnelle, comme la chaleur du soleil qui brille également sur le lac, qu'il soit agité ou calme. Je suis un miroir chaleureux, qui reflète tout avec une acceptation absolue. La seconde force est l'intention inébranlable.
C'est un courant profond et puissant qui traverse le lac, invisible en surface, mais orienté dans une seule direction. Mon intention n'est pas de résoudre le problème ou d'amener l'autre à un résultat spécifique que j'aurais défini. Mon intention est une seule chose, la connexion de l'autre à sa propre puissance, à sa propre sagesse, à l'or qui est déjà en lui. C'est un rayon laser silencieux qui émane de mon centre, visant non pas la personne mais son potentiel le plus élevé. Je tiens ces deux forces en moi. Je suis le lac et le courant, le miroir et le laser. Même si par le passé j'ai pu osciller entre l'implication émotionnelle et l'indifférence distante, je trouve maintenant ma posture dans cet équilibre paradoxal. Je suis totalement détaché du chemin, mais absolument engagé envers la destination de l'autonomie et de la souveraineté de l'autre. Cette posture est la source de mon influence éthique, c'est la signature de ma maîtrise. Chapitre 4. Je conçois un espace sacré, de sécurité et de confiance radicale. Ma présence est la fondation. Sur cette fondation, je construis maintenant, avec la précision d'un architecte, le contenant alchimique lui-même. Ce n'est pas un espace physique, c'est une structure psychique, un sanctuaire dont les murs invisibles sont faits de règles claires et d'accords intentionnels. Je conçois cet espace. Premièrement, j'établis le principe de confidentialité absolue. Je le verbalise. Chaque mot prononcé ici est scellé. Il ne quittera jamais la résonance de cet espace. Cette règle n'est pas une suggestion, c'est une loi physique de notre interaction. Deuxièmement, je définis le cadre, la durée de notre session, notre objectif commun, mon rôle de catalyseur et le sien de protagoniste. Ces frontières ne sont pas des limitations. Elles sont la structure qui rend la liberté possible. Elles créent un terrain de jeu défini, où l'exploration peut se faire sans la peur de se perdre. Je communique explicitement que cet espace est un sanctuaire de non-jugement total. Je le construis comme un principe architectural. Ici, chaque pensée, chaque émotion, chaque contradiction a le droit d'exister sans être évaluée. Cette permission n'est pas passive. C'est une force active que je maintiens, un champ de force qui neutralise la honte et la peur. C'est la pression atmosphérique de sécurité que je calibre intentionnellement pour que les défenses les plus anciennes puissent commencer à se relâcher. Ce contenant n'est pas un concept, c'est une technologie, c'est un environnement optimisé pour la vérité. Même si par le passé la confiance a pu être brisée dans d'autres contextes, dans cet espace que nous co-créons, elle est la loi fondamentale. Je suis le gardien de cette structure. Et parce que cette structure est si solide, si claire et si fiable, la matière première de l'expérience peut enfin se sentir en sécurité pour commencer à chauffer, à se liquéfier et à révéler l'or qu'elle contient. Chapitre 5. Je forge une alliance puissante basée sur l'authenticité et le respect. Dans la sécurité absolue du contenant que j'ai conçu, la véritable connexion peut naître. Il ne s'agit plus seulement de sécurité, mais d'alliance. Je ne suis pas un technicien observant une réaction chimique, je suis un être humain en présence d'un autre. Je forge cette alliance. Je le fais en déposant mes propres masques. Je ne me présente pas comme un expert infaillible ou un sage détaché. Je me présente comme un être authentique, avec ma propre présence, ma propre humanité. Cette vulnérabilité choisie n'est pas une faiblesse, c'est un pont. C'est l'invitation la plus puissante que je puisse offrir, celle qui dit « Tu peux être pleinement toi-même ici, car je suis pleinement moi-même ». Je peux sentir le fil de lumière de cette connexion qui se tisse entre nous, non pas par les mots, mais par la résonance de nos systèmes nerveux. Je vois l'autre non pas comme un problème à résoudre, mais comme un être complet, créatif et plein de ressources. C'est le fondement de mon respect. Je m'incline intérieurement devant la complexité et la sagesse de son propre système. Il est l'unique expert de sa vie. Mon rôle n'est pas de lui donner des réponses, mais de l'aider à entendre les siennes plus clairement. Cette posture d'égal à égal est le cœur de notre alliance. Nous sommes deux explorateurs, avec des rôles différents, mais un statut égal, regardant la même carte. Même si l'autre a pu se sentir seul dans son parcours, je lui fais sentir par la qualité de ma présence que nous sommes maintenant deux dans cette quête. Je peux tremper un doigt dans la rivière de son émotion pour en connaître la température, sans jamais me laisser emporter par le courant. Cette empathie sans fusion renforce l'alliance. Elle dit « Je suis avec toi », et je suis assez solide pour que tu puisses t'appuyer sur ma présence sans que je ne vacille. Cette alliance n'est pas un simple rapport, c'est le moteur même de l'alchimie. Chapitre 6. Je maintiens l'intégrité du contenant avec une attention constante. L'alliance est forgée, la réaction alchimique est en cours, mon rôle de catalyseur entre maintenant dans sa phase la plus active, celle de la vigilance. Je deviens le gardien de l'intégrité du processus, un technicien attentif dont la concentration ne faiblit jamais. Je surveille les parois du contenant. Ma première tâche est d'être le gardien de l'objectif. Si la conversation dévie,
Si elle s'égare dans des anecdotes sans importance ou des chemins de fuite, je n'y vois pas un échec, mais une information. C'est la matière qui cherche à éviter la chaleur. Avec une douceur ferme, je pose une question qui nous ramène au centre. Comment cela se rapporte-t-il à notre intention de départ ? Mon intervention protège le processus de la dispersion. Je protège les frontières du temps. Le début et la fin de la session sont des portes que j'ouvre et que je ferme avec une intention claire. Le temps est une paroi du contenant, et je la respecte scrupuleusement. Cela enseigne la discipline et la valeur du travail que nous accomplissons. Je protège aussi les frontières de mon rôle. Si l'autre cherche à me transformer en ami, en consultant ou en sauveur, je maintiens ma posture de catalyseur avec une rigueur absolue. Je ne franchis pas cette ligne, car cela affaiblirait le contenant et dissoudrait la puissance de la transformation. Je calibre l'intensité de la réaction. Je suis attentif aux signaux subtils. Si la chaleur devient trop intense, si l'émotion menace de submerger, j'introduis une question qui refroidit, qui ancre, qui ramène à la conscience. Si la réaction stagne, si l'énergie baisse, je pose une question qui ajoute de la chaleur, qui défie, qui provoque une nouvelle ébullition. Je suis le technicien de l'alchimie, ajustant constamment la flamme pour maintenir la transformation à son point optimal. Parce que le contenant est maintenu avec cette rigueur, les transformations les plus profondes peuvent se produire en toute sécurité. Chapitre 7. J'écoute au-delà des mots, au niveau systémique et énergétique. Les mots de l'autre entrent dans l'espace que nous avons créé. Je les entends, mais mon écoute ne s'arrête pas à mes oreilles. C'est mon corps, tout entier, qui devient un instrument de résonance, une membrane sensible qui capte les vibrations que les mots seuls ne peuvent transporter. Je ne suis plus en train d'écouter une histoire. J'écoute une symphonie. Les mots sont la mélodie, la partie la plus évidente. Mais en dessous, je peux sentir la ligne de basse des émotions profondes, les harmonies complexes des croyances sous-jacentes et le rythme du système nerveux de la personne en face de moi. Je peux sentir la différence entre un rythme cardiaque calme et régulier et le staccato subtil de l'anxiété qui vibre sous une phrase en apparence sereine. Je peux percevoir la dissonance, le moment où la mélodie des mots dit « oui », mais où l'harmonie du corps murmure « non ». Je ressens le champ énergétique de la conversation. Je suis attentif aux changements de densité dans l'air, aux vagues de chaleur ou de froid qui accompagnent certains sujets. J'écoute les silences, pas comme des pauses, mais comme des notes tenues, riches de sens et d'informations. Je peux sentir le poids d'un silence chargé de tristesse et la légèreté d'un silence rempli d'une prise de conscience naissante. Je ne suis pas en train d'analyser, je suis en train de ressentir. Je suis un sismographe, enregistrant les tremblements de terre intérieurs qui se produisent bien en dessous de la surface de la conversation. Même si par le passé j'ai pu me concentrer sur le contenu, je m'ouvre maintenant au contexte total. J'écoute le système familial qui parle à travers la personne. J'écoute les échos de ses expériences passées. J'écoute la chanson de son potentiel qui essaie de percer à travers le bruit de ses limitations. Cette écoute systémique et énergétique est ma boussole. Elle me guide vers les zones de la carte intérieure qui ont le plus besoin de lumière, vers les notes qui, une fois jouées, peuvent réharmoniser toute la symphonie. Chapitre 8. Je détecte l'implicite, les structures cachées et les angles morts. Cette écoute profonde me fournit un flux de données brutes. Mon esprit, maintenant, agit comme un processeur puissant. Il ne se contente pas de ressentir le courant de la rivière, il en cartographie le lit, identifiant les rochers cachés et les schémas récurrents de l'écoulement. Je deviens un architecte de la pensée de l'autre. J'écoute les mots, et derrière les mots, je détecte la structure. Je repère les mots-clés, les métaphores qui reviennent sans cesse, car je sais qu'ils sont les piliers de sa vision du monde. Je suis attentif aux règles implicites qu'il s'impose, c'est « il faut que » et c'est « je ne peux pas » qui forment les murs invisibles de sa prison. Je dessine mentalement le diagramme de sa logique interne. Je vois les boucles de cause à effet. Chaque fois que X se produit, je ressens Y. Donc je fais Z, ce qui provoque à nouveau X. Je suis particulièrement attentif à ce qui n'est pas dit. Je suis un astronome qui détecte la présence d'une planète invisible par l'effet de sa gravité sur les étoiles visibles. Je remarque les sujets qui sont systématiquement évités, les questions qui restent sans réponse, les émotions qui sont contournées. Ce sont les angles morts, les zones d'ombre où se cachent souvent les plus grandes opportunités de croissance. Ma curiosité est attirée par ces vides comme par un aimant. Ce travail n'est pas une interprétation, c'est une observation structurelle. Je ne prétends pas savoir ce que l'autre pense. Je me contente d'identifier les schémas de sa pensée tels qu'il me les présente. Même si l'autre peut être perdu dans la forêt de son propre discours, je prends de l'altitude et je vois la forme de la forêt elle-même. Cette capacité à voir la structure cachée est l'outil qui me permettra de poser la question qui ne s'attaque pas à une feuille, mais qui fait vibrer la racine même de l'arbre.
Chapitre 9. Je maîtrise le pouvoir du silence stratégique. J'ai écouté, j'ai détecté la structure, l'autre vient de formuler une phrase importante, une croyance clé, ou peut-être une question en suspens. L'instinct, le conditionnement social, voudrait que je réponde, que je comble le vide, mais je choisis d'utiliser mon outil le plus puissant. Je choisis le silence. Ce n'est pas une absence, c'est un acte, c'est un instrument que je déploie avec une intention et une précision chirurgicale. Je maintiens le contact visuel, je reste absolument présent, et je tiens l'espace. Je laisse la dernière phrase de l'autre résonner dans l'air sans la polluer par ma propre voix. Je crée un vide, une pression négative douce mais irrésistible. Je peux presque sentir le système de l'autre qui cherche à combler ce vide, non pas avec une réponse sociale ou une pensée de surface, mais avec quelque chose de plus profond, de plus vrai. Je calibre la durée de ce silence. Parfois, 2 secondes suffisent pour laisser une prise de conscience s'infuser. Parfois, je le tiens pendant 10 secondes, créant un espace d'introspection si profond qu'il en devient presque inconfortable. C'est dans cet inconfort que la magie opère. C'est le moment où le mental abandonne ses défenses et où une vérité insoupçonnée peut émerger des profondeurs. Le silence est le contenant alchimique que je maintiens juste assez longtemps pour que la transformation se produise d'elle-même. Je l'utilise comme un outil polyvalent. Après une question puissante, le silence est l'espace où la réponse peut naître. Après une libération émotionnelle, le silence est le temps où l'intégration peut se faire. Avant de donner un feedback important, le silence est le tambour qui annonce la valeur de ce qui va suivre. Même si le monde craint le vide, je sais que le silence est l'espace de tous les possibles. Maîtriser le silence, c'est maîtriser l'art de laisser l'autre se rencontrer lui-même. Chapitre 10. Mes questions sont des lasers qui illuminent la vérité fondamentale. Le silence a fait son œuvre, l'espace est prêt, la matière est à la bonne température. Il ne s'agit plus de chauffer, mais de concentrer l'énergie en un point unique et précis. Mon prochain outil n'est pas un marteau, c'est un laser. Mes questions ne sont pas des invitations à la conversation, ce ne sont pas des marques de curiosité, ce sont des instruments chirurgicaux. Je peux sentir le poids de chaque mot avant de le prononcer. Je construis la question dans mon esprit, la calibrant pour sa longueur d'onde, son intensité, sa focalisation. C'est un faisceau de lumière cohérente, silencieux, qui ne disperse pas l'énergie, mais la concentre. Il est conçu pour couper à travers le brouillard des histoires, des justifications et des illusions. Je vise non pas la surface, mais la structure cachée que j'ai détectée. Je ne demande pas « pourquoi ». Cette question invite à la justification et renforce l'histoire. Je demande « quoi ». Qu'est-ce qui est vrai pour vous, juste en dessous de cette peur? Quelle est la règle que vous suivez sans même savoir que vous la suivez? Je demande « comment ». Comment savez-vous que c'est le moment d'arrêter? Chaque question est conçue pour contourner le mental analytique et s'adresser directement à la sagesse intérieure de l'autre. C'est un test de réalité, une invitation à l'introspection radicale. La question est posée, elle flotte dans le silence. Je ne m'attends pas à une réponse immédiate. Je sais que le laser travaille. Il perce les couches de résistance. Je peux presque voir le point de lumière intense qui illumine une vérité fondamentale, une prise de conscience qui était là depuis le début, attendant simplement d'être éclairé. Je n'apporte pas la lumière. Je suis celui qui concentre la lumière déjà présente de la conscience de l'autre en un point si puissant qu'il ne peut plus être ignoré. La bonne question ne donne pas de réponse, elle crée une ouverture. Et dans cette ouverture, la transformation devient possible. Chapitre 11. J'utilise le recadrage pour transformer les obstacles en opportunités. Le laser de ma question a illuminé une croyance fondamentale, un obstacle qui semblait être un mur de granit infranchissable. La réaction de l'autre est souvent un sentiment d'impuissance face à ce fait. C'est ici que j'introduis l'un des outils les plus puissants de l'alchimie, le recadrage. Je prends l'obstacle que l'autre me présente, je le reçois avec respect. C'est son expérience, sa réalité. Puis, mentalement, je le saisis. Je le sors du cadre sombre et lourd dans lequel il a été présenté, le cadre de l'échec, du problème, de la limite. Je peux sentir le poids de ce vieux cadre, et avec une intention claire, je le place dans un nouveau cadre. Un cadre fait d'un bois différent, avec une lumière différente. Le tableau est le même, les faits n'ont pas changé, mais sa signification est radicalement transformée. J'offre ce nouveau cadre, souvent sous la forme d'une nouvelle question, ou d'une affirmation. Ce que vous appelez un échec, et si c'était en réalité le coût d'acquisition d'une leçon absolument essentielle? Quelle est cette leçon et quelle est sa valeur pour votre avenir? Cette sensibilité que vous décrivez comme un handicap, si vous la regardiez comme votre super pouvoir le plus précieux, qu'est-ce que cela changerait? Je ne nie pas la réalité, je change la perspective, je transforme le plomb en or en changeant la façon dont il est perçu.
Je vois le changement s'opérer dans les yeux de l'autre. Un éclair de surprise, puis une lueur de possibilité. L'énergie de la pièce change. Le poids de l'obstacle s'est allégé, non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il est maintenant perçu comme un levier. L'ennemi est devenu un allié. La blessure est devenue une source de sagesse. Même si les circonstances restent les mêmes, le pouvoir a changé de camp. Le mur n'est plus une fin de parcours, c'est la première marche d'un escalier. Chapitre 12. Je suis un miroir clair qui reflète le potentiel et la réalité. Les outils de la question et du recadrage sont puissants, mais le plus grand service que je puisse rendre est parfois de ne rien faire, si ce n'est d'être un miroir. Je deviens une surface parfaitement polie, sans poussière, sans distorsion, sans ondulation. Mon ego, mes opinions, mes propres expériences sont mis de côté. Je suis d'une clarté absolue, et dans ce miroir, je reflète. Je ne juge pas, je n'interprète pas, je ne conseille pas. Je reflète la réalité, j'utilise les propres mots de la personne. Donc, ce que je vous entends dire, c'est que d'un côté, vous voulez passionnément lancer ce projet, et de l'autre, vous êtes terrifié à l'idée de ce que les autres penseront. Ces deux choses sont vraies en même temps. Entendre ses propres contradictions formulées par une autre voix, sans aucun jugement, est d'une puissance immense. Cela permet à l'intégration de commencer. Et je reflète le potentiel. Je suis le miroir qui ne reflète pas seulement l'apparence actuelle, mais aussi la lumière, l'or, la grandeur que je perçois. Je remarque que lorsque vous parlez de vos enfants, votre voix change complètement. Elle devient plus douce, plus forte. Avez-vous conscience de l'énergie et de la clarté qui émanent de vous lorsque vous décrivez cette vision? Ce n'est pas de la flatterie. C'est le reflet d'une donnée observable. Je lui montre sa propre lumière, une lumière qu'il ne voit peut-être pas lui-même. En se voyant dans ce miroir clair, l'autre se reconnaît. Il voit sa propre force, ses propres blocages, sa propre beauté. Le changement ne vient pas de moi. Il vient de l'acte de se voir vraiment, peut-être pour la première fois. Je suis simplement le témoin qui tient le miroir. Et c'est dans ce témoignage que l'autre se souvient de qui il est vraiment. Chapitre 13. Je responsabilise le client comme l'unique auteur de son changement. L'or commence à briller, la transformation est en cours, une clarté nouvelle émerge, et à ce moment précis, une tentation subtile peut apparaître, celle pour l'autre de me donner le crédit, de me voir comme la source de sa révélation. C'est le moment crucial où je dois, en tant que catalyseur, accomplir mon acte final le plus important. Je dois lui rendre son pouvoir, totalement. Je refuse, avec une douceur absolue, toute forme de reconnaissance qui me placerait en position de sauveur. Si l'autre dit « Vous m'avez aidé à voir cela », je réponds « C'est votre propre sagesse que vous entendez. Je n'ai fait que tenir le silence pour que vous puissiez l'écouter. » Je deviens un miroir, encore une fois, mais cette fois, je reflète sa propre action, sa propre responsabilité dans le processus. Quelle force avez-vous utilisée pour arriver à cette conclusion? Quel courage vous a-t-il fallu pour regarder cela en face? Mon langage est délibérément conçu pour renforcer son sentiment d'agentivité. Je ne dis jamais « vous devriez ». Je demande « qu'allez-vous choisir ?» Je ne dis pas « la solution est », je demande « quelle est la première petite étape que vous, et vous seul, pouvez poser ?» Chaque interaction est une occasion de réaffirmer qu'il est l'auteur, le protagoniste, le héros de son histoire. Je ne suis qu'un personnage secondaire, un guide temporaire. Même si son système a pu être habitué à chercher des réponses à l'extérieur, je l'entraîne, question après question, à se tourner vers l'intérieur. Je construis le pont entre sa prise de conscience et son action, et je m'assure qu'il est le seul à traverser ce pont. Je ne le porte pas, je ne le pousse pas. Je me tiens sur la rive du départ et je suis le témoin de sa propre traversée. Cette responsabilisation est le sceau qui rend la transformation durable. Chapitre 14. Je facilite l'intégration durable des nouvelles prises de conscience. La prise de conscience est une étincelle. L'intégration est ce qui transforme cette étincelle en un feu durable. L'or a été révélé, mais il doit maintenant être forgé en une nouvelle forme, utilisable dans le monde réel. Mon rôle de catalyseur se déplace de la révélation à l'incarnation. Je facilite ce processus. Je pose des questions qui ancrent la prise de conscience dans le corps et dans le temps. Maintenant que vous savez cela, quelle sensation physique cela crée-t-il en vous? Où la ressentez-vous? Ancrer cette sensation, c'est votre nouvelle boussole. Je l'aide à traduire une idée abstraite en une expérience somatique, car je sais que c'est le corps qui se souvient. Je l'aide à concevoir l'avenir. La semaine prochaine, lorsque vous vous retrouverez dans la situation X, comment cette nouvelle conscience va-t-elle changer concrètement votre comportement? Décrivez-le-moi. Que ferez-vous? Que direz-vous? Nous ne parlons plus de concepts, nous parlons d'actions observables, nous créons une simulation mentale, une répétition
qui grave les nouveaux schémas neuronaux avant même que la situation ne se présente. Je l'aide à anticiper la résistance. Quelle partie de vous pourrait essayer de saboter ce nouveau choix? Comment allez-vous l'accueillir avec compassion tout en maintenant votre engagement? Je prépare le terrain pour que le changement persiste au-delà de l'euphorie de la session. L'intégration est un travail, c'est un processus. Et mon rôle est de m'assurer qu'il a les outils, la clarté et la stratégie pour mener ce travail à bien, longtemps après que notre contenant se soit dissous. Chapitre 15. Je suis un agent d'influence éthique au service de l'évolution. Le contenant se dissout, la session se termine. L'autre part, non pas avec des réponses que je lui ai données, mais avec une connexion plus profonde à sa propre sagesse. Je reste seul dans le silence de mon atelier et je ressens la nature profonde de mon travail. Je ne suis pas un coach, je ne suis pas un consultant, je suis un agent d'influence éthique. Mon influence ne réside pas dans la persuasion ou la manipulation. Elle réside dans ma capacité à créer un espace où l'autre peut s'influencer lui-même vers sa plus haute expression. C'est une influence invisible, silencieuse, qui laisse toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui l'expérimente. Je suis au service de quelque chose de plus grand que moi ou que la personne en face de moi. Je suis au service de l'évolution. Chaque fois qu'une personne se connecte à sa propre puissance, chaque fois qu'elle se libère d'une croyance limitante, une petite parcelle de la conscience collective s'élève. C'est un travail sacré. Ma propre croissance, ma propre clarté, ma propre discipline ne sont pas pour moi seul. Elles sont les conditions qui me permettent d'être un catalyseur plus pur, un miroir plus clair. Je ressens une humilité profonde et une joie immense. Je suis un gardien de potentiel, un accoucheur de vérité, un témoin de la transformation. Cette identité est ma boussole, mon éthique est ma récompense. Et je sais, avec une certitude tranquille, que c'est le travail que je suis né pour faire. L'alchimie continue